beaucoup de travail, puis c'est bien mal partir notre printemps. On a tellement de... Mais je suis certaine qu'il y a tellement de gens qui ont des problèmes avec ça, les headsets, que c'est une bonne idée. Au moins, on partage notre misère. Ben oui. Bon nombre de... Puis toi, tu vas partager quoi? Ben moi, on va essayer de se mettre dans la peau d'un arbre pour essayer de comprendre ce qu'il a vécu là, avec la claque qu'il a mangé durant l'hiver, puis essayer de corriger la structure d'un arbre, essayer de développer l'arbre, comprendre la taille courante, là, vraiment comprendre qu'un arbre, on peut l'aider en travaillant aux bons endroits, développant une charpente intéressante, toutes les drageons, les branches s'entrecroisent, toutes les bouts, pas laisser des mognons, là, pour que les blessures... En respectant le port naturel de l'arbre, comme tu nous l'as si bien montré. Ouais, tout essayer de comprendre le phénomène, parce que la taille, c'est pas complexe. On se met dans la tête que c'est un arbre, il faut raisonner comme un arbre. Donc, si on comprend le principe de ça, on peut réussir à tailler facilement. C'est donc ésotérique. Mais dis-moi, est-ce que ça a été si difficile? Est-ce que la situation est aussi désespérée qu'on le croyait? Ben, c'est pas l'apocalypse. Moi, j'ai bien confiance aux arbres. Je sais qu'ils vont s'en sortir. C'est sûr que ça peut prendre peut-être 2 à 3 ans pour certaines espèces, là, mais je pense sûr qu'ils vont bien réagir. C'est un travail de patience. On ne réglera pas tout aujourd'hui, mais au moins, on va donner des bons conseils. Question de logique, je pense qu'on est mieux de commencer par la base avec toi. On se donne rendez-vous dans quelques minutes. Ça va me donner une chance d'aller pouvoir tester la nacelle pour toi. Pour moi? Oui, parce que c'est haut, hein, 30 pieds, 40 pieds dans les airs. Sois prudent. D'accord. On y va. Ronald, quand il vient le temps de tailler les arbres, je sais pas pourquoi, mais on a toujours peur. On se complique la vie ou quoi? Ben, c'est facile de compliquer ça, la taille, mais dans le fond, c'est simple. Hein? C'est tout simplement de contrôler l'énergie. La plante, il faut comprendre que la magasine de la nourriture aux racines, elle renvoie ça, c'est comme une pompe. Hein? Donc, l'énergie que tu as, ta contrôle, tu l'envoies pour développer une bonne charpente dans l'arbre. Puis, c'est important d'enlever tout ce qui va faire mal à l'arbre. Tu sais, des affaires que ça ne donne rien de nourrir pendant X nombre d'années, puis tu vas te couper, tu sais. Donc, il faut analyser ton arbre, il faut que tu prennes conscience que tu peux pas réparer ça comme ça, là, ça a peut-être 10 ans que ça n'a jamais été taillé, tu sais. Tu peux pas arriver dans une shot et faire un miracle. Il faut se donner le temps de travailler. 2 à 3 ans, puis toujours en allant. Il faut vraiment saisir le feeling de l'arbre, la manière qui résonne. Tu sais, un arbre, là, tu as un bourgeon terminal à chaque branche, OK? Lui, là, il sécrète une hormone qui empêche les bourgeons latéraux de se développer. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu le débaques, là, tu te ramasses avec un paquet de bourgeons latéraux. Là, si tu fais ça partout, tu vas te ramasser avec un paquet de drageons à l'intérieur de l'arbre, donc tu vas couper toute la lumière. Puis là, l'arbre, naturellement, étant donné que c'est la prédominance apicale, le bon, le caviar, là, il s'en va toujours dans le bout. Okay. Fait que c'est sûr que lui, à un moment donné, il va se faire une grosse talle de feuillage en haut, la lumière ne passerait plus, puis le bas va se dégarnir. C'est pour ça que tu dis que c'est important de respecter le port naturel de l'arbre. C'est pas tous les arbres qui peuvent donner une sphère, là, ou qu'on peut tailler en forme de sphère. Il y en a là, qui aiment vraiment pas ça, se faire des boules avec eux autres. Ils vont dépérir même après un certain nombre d'années. Il y a des arbres comme les tilleuls, ça c'est idéal, parce que le tilleul, il y a une force qui cicatrise très rapidement. Donc, si tu veux faire des boules, des formes géographiques, à ce moment-là, tu prends des types d'arbres de même. Mais lui, c'est un malus. On l'utilise pour les fleurs. Puis on l'utilise habituellement, c'est un arbre qu'on maintient à peu près à 12 à 15 pieds, tu sais. D'accord. Fait que ça veut dire que l'arbre va être gros de même, puis il va avoir à peu près 15 pieds, tu sais. Donc, on voit bien qu'ici, on est rendu à 20 pieds, puis il est gros de même. Donc, il va falloir baisser le haut pour permettre au bas de se développer. Mais, tu sais, il y a toujours la logique, là, tu sais. Regarde, cette branche-là, là, qui pointe vers le ciel, là, ça, c'est un gourmand. Tu sais, ça, là, ça va siphonner la nourriture, ça va faire une branche bien douette, qui va venir frotter sur celle-là dans une couple d'années. Ce sera jamais utile, donc, finalement. tu viens couper ça juste sur le bord. C'est très important d'enlever ça. Tu fais un bon ménage dans l'arbre. Regarde, tu sais, si t'es logique, tu vois bien que cette branche-là, elle n'a plus rapport dans l'affaire, tu sais. Elle s'en va par là. Nous autres, ce qu'on veut, c'est développer une charpente vers l'extérieur. Ouverte. Tu sais. Fait que ça, c'est sûr que ça débarque. Puis un autre petit truc qui est assez simpliste, si on regarde ici les bourgeons à l'intérieur de l'arbre, OK? Bon, ça, il faut comprendre que si je coupe juste après le bourgeon, c'est le bourgeon qui oriente ma branche. Donc, si je coupe ici, ma branche va continuer par là, OK? Fait que ça, c'est toujours de comprendre qu'on veut envoyer les branches vers l'extérieur, donc de jamais couper pour que ça rentre vers l'intérieur. Regarde le fouillis ici, là. C'est bien que ça, là, ça donne rien. Premièrement, ça s'en va au ciel. Ça ici, ça va venir frotter dans l'arbre. Donc, tu sais, l'énergie que l'arbre a pris pour développer ça, moi, j'aime mieux le prendre pour développer mes branches de tout alentour de l'arbre, pour permettre à l'arbre d'avoir une structure solide. Pour quand il va arriver, style le verglas, Ou autre chose. Là, il va se porter comme il faut. Fait que la première année, tu développes la charpente pour que l'arbre puisse se maintenir en bonne santé. Donc, c'est sûr que, regarde. Là, tu travailles beaucoup avec ton sécateur, Ronald, mais tu n'utiliseras pas ça tout le temps, là. Non, c'est ça. Il y a des bébelles, là. Ça, c'est la bébelle, il faut que tout est de base, là, on en a toujours un. Bon. La petite scie idéale que j'aime beaucoup, là, c'est celle-là, parce que, regarde, tu peux essayer le piton par haut, tu peux la mettre dans ta poche en arrière, c'est très simple. D'accord. Ça prend aussi le sécateur pour les plus grosses branches.
C'est ça, c'est un plus. C'est des bons sécateurs, là. Niaisez pas avec ça. Quelque chose avec du fer trempé, là, tu sais, parce que ça prend des coupes nettes. Il ne faut pas que tu écrèves. Que ça déchire ou que ça écrase. Il faut que ça coupe, claque d'un coup sec. Ça prend aussi ce bébelle-là pour aller chercher, là, vous allez le voir tantôt, là. Il faut que j'aille chercher les branches en haut ici, là. Donc, à ce moment-là, là, ça prend quelque chose d'assez grand. Alors, est-ce qu'on commence par le bas, puis on monte, c'est ça? C'est ça. Là, tu regardes, tu analyses ton arbre, tu te dis, bon, tu te fais un plan de match. Là, moi, j'ai... Bon, ça, c'est tout de suite les gourmands, là. Ça, c'est sûr qu'on garde pas ça. Les autres, tu te les laisses aller, là, regarde, là. Ça va faire ça va passer dans l'arbre, ça va monter dans l'arbre, ça va te faire un Ça fait presque un deuxième arbre. C'est ça, exactement. Donc, ça débarque. Souvent, dans les arbres décoratifs, ornementaux, c'est des arbres qui sont greffés. Donc, il y a deux arbres, dans le fond. Il y a des racines qui c'est une sorte, puis ils greffent une partie ornementale dessus. Donc, il ne faut jamais que tu laisses sortir les gourmands en bas de ça, parce que c'est 2 fois plus coriace, les racines. C'est plus vigoureux que l'arbre comme tel. Fait que ça, tu débaques ça, c'est un plus, là. Et voilà. Donc, tu sors ça de là. Ça, c'est très important d'enlever ça. Chez toutes vos plantes, de toute façon, les rosiers, c'est le même principe. Dans ton concept d'énergie, là, on vient de le débarrasser de travail inutile. Regarde ici, tu vois encore le principe. Tu sais, la logique, tu le regardes, tu dis, bon, ça, donne quoi de nourrir ça? Il va venir frotter là, à un moment donné, tu sais. Fait que, tac, tu ne te gênes pas avec ça. Tu peux orienter tes branches. Là, tu sais, il faut t'essayer. Pas trop discipliner l'arbre la première année. Tu peux pas arriver dans le target la première année. Je le sais, moi, que, mettons, exemple, j'arrive, je sais que celle-là va venir, mais je suis pas obligé de la couper ici. Tu peux lui laisser une chance la première année, je peux enlever juste cette partie-là pour garder du feuillage. Il faut guider, mais il ne faut pas traumatiser l'arbre. Je sais, par contre, que l'année prochaine, on va venir la débarquer, tu sais. Oh, tu correct? C'est sûr. Là, ce que tu as fait en enlevant cette grosse branche-là, ça venait compléter comme le rééquilibrage de l'arbre? Ben, c'est ça. C'est que ce que je veux faire, c'est comme je te disais tantôt, l'énergie est toujours partie vers le haut. Donc, là, ce qui allait arriver, c'est que l'arbre allait partir en fou. Le bas serait dénudé. Là, ce que j'ai coupé comme un peu le dessus pour permettre au bas d'avoir de la lumière, de développer des charpentières plus grosses. Après ça, je vais aller équilibrer le haut plus tard l'année prochaine, dans 2 ans. J'ai remarqué que tu coupais beaucoup les petits chicots là, sur les branches. Ouais, ça, c'est à faire? C'est très important de ne pas laisser des petits moignons, le style des petits bouts là, sur le bord du tronc, le style, mettons, comme coupé, puis laisser un bout de même. D'accord. Parce que ça, ce qui arrive, c'est que ça sèche à un moment donné, puis là, les insectes, il y a une cavité dans le milieu, ils viennent se parquer là, ils pondent là. Puis là, c'est très mauvais, la plante ne peut pas se cicatriser. Donc, c'est très important de respecter. On voit un petit bourrelet ici sur le bord. On l'accote sa lame dessus, là, sans trop forcer, puis on vient... Fait que c'est près du bord, même sur les grosses, tu peux le voir ici, là. Ouais. C'est très important de couper au bon endroit, tu sais. Pas trop proche, mais pas trop éloigné regarde, non ici, plus. Tu vois, le petit oui, on voit là, très bien. Ça, c'est un là, bon tu viens exemple. de pogner juste sur le bord. Là, ça va cicatriser. Puis, dans il n'y aura pas 2 ans, d'invasion d'insectes. Tu vas aller plus lier avec ça. Ronald, on a jusqu'à quand pour faire ça? C'est quand la meilleure période de l'année pour tailler? Bien, la meilleure période de l'année, dans le cas d'un arbre comme ça, c'est quasiment toute l'année. Il y a juste comme le printemps de bonheur. Les érables, ils coulent, ils pleurent beaucoup quand ils coupent, OK? C'est là que l'automne, par exemple, l'automne, il y a beaucoup de spores, beaucoup de champignons dans l'air pour les maladies. Donc, il n'y a pas de temps, là. Les périodes trop froides, c'est pas bon non plus. D'accord. Mais pour réparer un arbre de même, c'est pas comme la taille fruitière, des choses de même. On peut l'aider à n'importe quel moment de l'année. Ce qui est important, c'est de contrôler l'énergie pour développer une bonne charpente. Merci. Écoute, je te laisse continuer, tu n'as pas encore fini. Nous, on va se quitter le temps d'une pause, puis après, on va aller retrouver Jean-Claude Vigard. À tantôt. Pour des projets solides, du bois traité de première qualité, 2 par 6 par 12. En solde, chez Rona, le rénovateur. C'est jusqu'à mardi. Hey, mercredi, c'est trop tard, hein? Moi, quand je construis en Rona. Solarium 2000, une histoire de confiance de génération en génération. Une conception de première qualité. Le prix du manufacturier pour le plus confortable des solariums. Et la satisfaction d'avoir fait le meilleur choix. Solarium 2000 à Drummondville. Trois fois bravo Hyundai. L'Accent a mérité pour une 3e année consécutive le prix du meilleur achat. L'Accent 98 est à 178 $ par mois, 0 de comptant, 0 dépôt de sécurité, transport et préparation inclus. Oui, l'Accent de Hyundai est à seulement 178 $ par mois, sans aucun comptant. Ou si vous préférez, l'Elantra est à 198 $ par mois, 0 dépôt de sécurité, transport et préparation inclus. Chez Hyundai Grande Bay, Hyundai Victoriaville et Ruby Auto.
je repeins la maison. Je suis allée chez Rona de Quincaillier. 7,99, l'ensemble 10 morceaux. Vite, vite, c'est jusqu'à mardi. Mercredi, c'est trop tard. Moi, je peins en Rona. Un solarium sur mesure pour vous, c'est ce que vous offre Solarium 2000. Un simple coup d'œil à notre salle de montre et vous tomberez sous le charme. D'autant plus que vous obtiendrez le meilleur prix en achetant directement du manufacturier. Solarium 2000 à Drummondville. On a bien tenté de nous égratigner, de mettre le feu aux poudres, de nous passer le chaos. Rien de tout cela ne va empêcher Bocage GM de continuer à frapper fort ce dimanche. Oui, ce dimanche, Bocage GM est ouvert pour vous faire les meilleures offres sur le marché. Tracker, Cavalier, Malibu, Metro, Venture, toutes nos voitures et mini-fourgonnettes laissées à des prix à faire pâlir la compétition. Dimanche, chez Bocage GM, ça va être un événement fracassant. 4339 Boulevard Bourque à Rock-Forest. Les cèdres. Puis t'en as même un qui a perdu la tête. Il avait 23 ans. Maintenant, lorsqu'on le regarde, il n'a plus que 20 ans. Il y a 3 ans ici au sol. Si on pouvait faire ça, nous autres aussi. Hein? Mais c'est pas très grave parce qu'on va y refaire une tête. Il va avoir, ça va même pas paraître. Dans 5 ans, il a perdu 3 ans, ça paraîtra pas. Alors, lorsque la tête est seulement cassée comme ici, alors j'imagine, ça c'est la tête qui a 40 cm de l'année passée, elle est perdue. Là, pour refaire une tête, c'est simple, on choisit une des plus belles branches, toujours face au vent. Pour nous, donc, c'est à peu près nord-ouest. Je choisirai celle-ci, je la relève, je vais y installer un tuteur et j'élimine ces 2 petites tiges-là pour ne pas faire de compétition. Hein? Ah, et alors bien celle-ci va devenir la tige maîtresse. Oui, exactement comme le fait Jean-François en haut de la nacelle, parce qu'évidemment, lui, il est en haut et moi, je suis en bas. Il va faire exactement le même travail que je viens de vous montrer. Avec l'équipement lourd. Avec de l'équipement, oui. Sans moi, c'est léger. Hein? Mais nous, c'est pire que ça parce qu'évidemment, on est cassé plus bas. Alors, on se retrouve à peu près à cette hauteur-là. Alors, je vais faire le verglas. Je fais le verglas. Et voilà, ça, c'est le verglas. Et je suis donc à ce stade-ci, en haut de mon épinette. Alors, je fais le même principe. Je relève la branche qui est donc face au vent, en mettant que l'on choisit celle-ci. Mais là, c'est plus compliqué. Mais voilà. Alors là, j'ai plusieurs têtes parce que je suis sur une petite branche latérale. Alors, je vais tout simplement éliminer ici les petites tiges qui sont en compétition. Voilà. Je vais replacer celle-ci bien comme il faut droit sur un tuteur. Hein. Je vais même éliminer un peu celle-ci parce que, vous voyez, elle est dangereuse et pourrait venir rivaliser avec ma tête. Et comme c'est la plus haute, eh bien, l'apex terminal redevient une tête. Il va se reformer ici des tiges latérales dans 2 ans. Donc, c'est celle-ci qui devient dominante parce que tu as éliminé toutes les compétitrices. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule dominante. Alors, si je ne fais pas ce travail-là, eh bien, qu'est-ce qu'il risque d'avoir? 3, 4, 5 têtes qui se forment. Alors, c'est plus compliqué parce que 2, 3 ans après, il faut aller en couper puis en garder qu'une seule. Puis tu dis qu'au bout de quelques années, on ne verra plus la différence? Ça paraîtrait même pas, Pascal, parce que celui-ci que tu vois en face de toi avait perdu sa tête à peu près lorsqu'il avait 7-8 ans. J'ai refait une tête, puis je te défie de trouver l'emplacement où la tête avait cassé. Ça paraît pas du tout. Ça paraît pas, donc ça paraîtra pas non plus en haut. Tu n'aurais pas une headset bien endommagée qu'on pourrait aller travailler? T'as ça. Là, on va avoir du travail, là, oui. C'est peut-être pas une perte totale, mais c'est vraiment endommagé, hein? C'était épouvantable. Là, elle en refait un peu parce que j'ai déglacé toutes les têtes qui étaient prises en glace. C'était vraiment comme des cerceaux de chaque côté. Donc, la première chose à faire, c'était seulement de découper les têtes pour qu'ils se redressent tranquillement. Mais ils ne monteront plus, là. Si je les aide pas, ils ne remonteront plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir travailler après ça. Et ça, c'est le problème un peu des headsets, comme autrefois. Elle a une trentaine d'années, cette headset. Donc, c'est pas moi qui ai planté, j'ai juste 25 ans. Je n'étais pas né encore. Et on plantait en quinconce, en triangle équilatéral, généralement 3 cèdres aux 2 pieds. On allait chercher dans les cédrières, on plantait comme ça. Ça se fait encore beaucoup de monde qui plante comme ça. C'est pas grave lorsqu'on garde des petites haies bien taillées. Mais lorsqu'on veut les laisser monter haut, comme c'était le cas ici, jamais taillées, à ce moment-là, le risque, c'est ce qui arrive là, c'est l'ouverture avec les charges de neige. Oui, puis on voit très bien à l'intérieur. On voit bien dedans. Tout est écarté. Ouais. Alors, c'est pour ça que c'est plus quelque chose que je recommande à quelqu'un qui veut laisser pousser sa haie. Qu'est-ce que tu ferais si tu en replantais une? Ben, j'irais acheter du cèdre cultivé là, en pépinière, des variétés maintenant qui sont très compactes, fournies. J'en planterai un à tous les 2 ou tous les 3 pieds. Je taillerai un petit peu plus sévère, puis là, il y a moins de danger d'ouverture que ce type de plantation-là. Mais si on a une haie comme celle-ci, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, pas de problème, c'est juste du travail. D'abord, il faut faire l'inventaire. Je vais d'abord regarder, voir s'il n'y en a pas trop de cassés dedans, parce qu'ici, j'en vois une. Là, il y en a une qui est cassée. Il y en a une qui est cassée, puis là, évidemment, je n'ai pas le choix que de l'éliminer, celle-ci. Donc, ça va me faire un trou. Puis il y en a probablement 5-6 autres. Mais c'est moins grave que je pensais, parce qu'au début, je croyais qu'il y en avait à peu près une vingtaine de cassés.
Alors quoi, est-ce que tu vas en replanter un à la place de celui que tu enlèves? Non, on va être capable de retravailler ça parce qu'il y a un avantage aussi avec les cèdres, tu vois. Tout le bas, là, ça c'est tout mort à l'intérieur. Dès que ça ne voit plus la lumière, les branches de cèdre, ça meurt, comme tous les conifères. Fait que si je le coupais ici, là, ça serait un bâton, ça serait fini. Mais c'est comme si le feuillage est du côté de la lumière, évidemment, puis à l'intérieur, il y a presque plus rien. Oui, c'est ça. Alors, c'est juste sur un extérieur. C'est pour ça que la charge, ça s'en va en ouvrant comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va reprendre les tiges de cette rangée-là, qu'on va appeler la rangée, par exemple, sud, de cette rangée-là qui s'appelle la rangée nord, puis je vais venir les croiser en haut, comme ça, les attacher fortement, hein, les croiser pour plus qu'ils ne pourront plus ouvrir. Et en refermant comme ça, on va redonner la forme naturelle des cèdres, qui est une forme un peu en poire. Mais par contre, il va falloir que je la baisse quand même de 1/3 pour faire ça, pour lui redonner à peu près la même hauteur, pour justement que ceux qui sont cassés, ça paraisse moins. Et pour ceux qui sont cassés, je vais jouer de gauche à droite. Alors, par exemple, si je prends les cèdres qui sont ici, je vais les refermer comme ça, plus sévèrement. Essayer de ramener les branches de l'autre. Tout à l'heure, quand j'étais dans la nacelle, on a bien vu, c'est un processus qui est quand même long, mais ton système de voûte, ça va quand même faire plus solide si jamais il y a une autre tempête de verglas où il y a de la neige très, très lourde qui tombe. Ben là, écoute, Pascal, j'ai acheté un gros cierge comme ça à l'Oratoire Saint-Joseph. Il n'y en aura plus de verglas ben, je l'espère en tout cas. Donc, même si ça arrive, ils vont bien mieux résister. Parce que si je fais rien, c'est sûr que là, ça va se redresser un peu, que je taille. Si on a une autre tempête de verglas l'année prochaine, même moins importante, là, ils vont ouvrir complètement et qui vont casser. Puis à ce moment-là, là, ça va être une perte totale, il sera trop tard. Quand on a un cèdre tout seul, un spécimen qui est tout cassé ou tout courbé comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose à faire de différent? J'ai le spécimen qui te tous les problèmes. Je vais te montrer ça, Pascal, tu vas voir. Nomme-les, puis j'ai les problèmes. Regarde, Pascal, là-bas, regarde. Toutes déchirées, là, tout autour de la maison, ils sont toutes comme ça. C'est épouvantable, ils ont descendu de 5-6 pieds. Il va falloir les recouper, les reformer, un peu à la manière de cela. Ça, il y en a beaucoup de déchirés. Des déchirures. Alors, c'est pas plus grave parce que quand j'ai une longue déchirure, je ne vais pas conserver ça, ça pourrait cicatriser, mais j'ai une belle petite tige latérale. Alors, il suffit simplement de faire une bonne coupe sur une latérale qui, elle, voilà, va se redévelopper, hein, et ça n'apparaîtra pas. Et celui-ci, ben, je vais m'en profiter pour le garder comme tuteur. Je vais éliminer mes branches, hein, comme celui-ci. Voilà, parce que de toute façon, ma branche est cassée ici en haut. Et je vais me reprendre une branche, toi, latérale comme ça, que je vais tout simplement attacher ici. Et là, il va me refaire une flèche. Ensuite, je vais le reformer légèrement en forme conique, en forme de poire. Puis dans quelques années, ça ne paraîtra pas. C'est des travaux qui s'échelonnent sur plusieurs années, ça, il faut bien le dire, hein, Jean-Claude. Oui, puis tout ce qu'on ne peut pas faire nous autres mêmes, ce qu'on doit faire par des professionnels, bien, on y reviendra après la pause. Restez avec nous. Sont coriaces. Elles se répandent dans la maison, mais elles ont un ennemi de taille. Le puissant Monsieur Net. Monsieur Net est vraiment musclé. Il chasse la crasse graisseuse sur le poil et la saleté qui envahit tout. Même les traces des enfants qui s'expriment. Tout reluit, parce que Monsieur Net enlève avec puissance la saleté plus vite et mieux que le nettoyant à senteur de pain populaire. Avec Monsieur Net, les zones de grosse crasse, c'est facile. Partout. Monsieur Net. Nettoyez tout si net que ça brille. Elle n'a jamais cru au prince charmant. Je vis sur une planète appelée réalité où ce genre de choses n'arrive pas. Mais comment refuser ce bouquet d'émotions? Je crois que tout le monde a droit à un peu de perfection. Les grands films vous offrent Il pleut des roses sur Manhattan, ce soir 19h30. C'est le jour où Louis est revenu de vacances. C'est le jour où Constantin s'est excusé. Alors, Sans rancune. C'est le jour où François est... 4h30, c'est lundi, la dernière de la saison, à 20h. Êtes-vous prêt? De mettre le feu aux poudres, de nous passer le chaos. Rien de tout cela ne va empêcher Bocage GM de continuer à frapper fort ce dimanche. Oui, ce dimanche, Bocage GM est ouvert pour vous faire les meilleures offres sur le marché. Tracker, Cavalier, Malibu, Metro, Venture, toutes nos voitures et mini-fourgonnettes laissées à des prix à faire pâlir la compétition. Dimanche, chez Bocage GM, ça va être un événement fracassant. 4339 Boulevard Bourg à Rock Forest.
Le 13 septembre 1759, en 20 minutes, s'est joué le sort de l'Amérique. Conquête, victoire ou défaite? On n'a pas été battus sur les plaines d'Abraham. Des Français ont été battus. Sur la question de la bataille des plaines d'Abraham, il y a autant de points de vue que tu peux rêver d'en avoir. Voyez Louis XV et Voltaire. Wolfe, Montcalm et leurs descendants, ainsi que René-Daniel Dubois et Jacques Godbout. Dans le sort de l'Amérique, au beau dimanche 20h. Ronald Leduc et Jean-Claude Bigard nous ont démontré qu'on peut s'en tirer relativement bien avec l'entretien et la taille des arbres de dimension raisonnable. Mais lorsque vient le temps de travailler sur des arbres matures, je parle d'arbres qui ont 10 mètres, 20 mètres de hauteur et même plus, on n'a pratiquement pas le choix d'avoir recours à des spécialistes. Mais comment distinguer les vrais spécialistes de ceux qui s'improvisent? Si vous avez fait des recherches dans ce domaine-là cette semaine, vous serez probablement d'accord avec moi, c'est pas facile de s'y retrouver. Alors, j'ai pensé demander à quelqu'un qui s'y connaît vraiment, Ronald Lorrain, qui travaille à la Ville de Montréal, de nous donner quelques trucs qui vont nous permettre de choisir la bonne personne pour venir travailler chez nous. Parce que, Ronald, si on engage des gens qui sont plus ou moins expérimentés, ça peut avoir des conséquences sérieuses. Puis sur des arbres matures, c'est encore plus triste. Ah oui, tout à fait, puisque la personne, si elle s'y connaît peu ou pas du tout, risque d'endommager en faisant des mauvaises coupes, en allant couper dans trop gros calibre. Alors à ce moment-là, ce qui risque d'arriver, c'est de mettre pratiquement la mise à mort de l'arbre parce qu'on ne lui donne pas la chance de se refaire à ce moment-là. Quelle est la pire chose que vous voyez en ce moment dans les arbres qui sont élagués? Dans ce que je peux voir, c'est ce qu'on appelle le ravalement, c'est-à-dire la coupe des branches à proximité du tronc. On laisse environ 2 à 3 pieds de branches quand on regarde à partir du tronc. Et ça, c'est complètement néfaste. Là. Pourtant, on en voit beaucoup, mais quand on ne connaît pas ça, quelqu'un comme monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on fait pour engager la bonne personne? Bien, à ce moment-là, il faut poser des questions. Il faut que la personne qui vient chez nous soit d'habilité à répondre à nos questions. Elle doit être à l'aise, elle doit être en mesure de vous expliquer quel genre de travail elle s'attend à faire. C'est quelqu'un qui va aussi respecter justement les différentes classes d'élagage qui peuvent exister. On fait des bonnes coupes, on s'assure qu'on a des coupes nettes, on s'assure qu'on ne laisse pas de chicots, on ne fait pas de déchirures aux branches. Et aussi, on travaille en laissant des bons appels-sèves. Ah, c'est quoi ça, un appel-sève? Parce que Ronald Leduc, Jean-Claude Bigard nous en parle de temps en temps. Un appel-sève, c'est une pousse qu'on laisse à l'extrémité d'une branche. Ça peut être un bourgeon aussi. Quand c'est une branche qu'on réduit de longueur, l'appel-sève qu'on appelle fort, doit représenter à peu près le tiers du diamètre de la branche qui est à supprimer. La raison pourquoi on parle d'appel-sève, c'est pour assurer la bonne circulation de la sève. D'accord. L'élagueur qu'on engage, est-ce qu'il a suivi un cours nécessairement? Il peut y avoir suivi un cours comme il peut l'avoir appris à force d'années d'expérience, ouais. Mais il y en a de plus en plus qui ont suivi des cours, qui ont de très bonnes compétences. Il ne faut pas avoir peur à faire appel à ces gens-là. Puis est-ce qu'il peut faire partie d'une association? Est-ce qu'il y a une association qui peut nous garantir que c'est un bon élagueur? Nous le garantir, c'est plus ou moins nous le garantir, mais il y a une association qui s'appelle la Société internationale d'arboriculture Québec, la SIAC, comme on appelle, qui regroupe des gens qui sont des élagueurs commerciaux, qu'on appelle, là, Mais tous les élagueurs peuvent en faire partie, ça, il faut le dire. Oui, si on croit qu'on est lésé dans le travail qui est fait chez nous, à ce moment-là, on peut se référer au secrétariat de la SIAC et peut-être porter plainte là, contre cet entrepreneur-là. OK. D'autres questions ou d'autres points à vérifier avec les gens qu'on engage au niveau de l'équipement, peut-être? Oui, c'est ça. La personne, généralement, là, qui se présenterait chez vous et qui est armée seulement que d'une échelle et d'une scie à chaîne, là, je ne crois pas que c'est un gage de compétence nécessairement. Elle doit avoir plus que ça. Elle peut travailler au câble, elle doit avoir une scie mécanique, elle peut avoir un émondoir.
Elle ne doit pas travailler aux éperons, à l'éperon non plus, puisque ça, c'est... Pas d'éperon. Pas d'éperon, complètement proscrit. L'éperon, c'est plus... Ça aussi, ça endommage l'écorce des arbres, c'est une entrée possible de pathogènes. Donc, si on voit arriver quelqu'un avec des éperons, puis seulement des outils très rudimentaires, une scie à chaîne, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Au niveau des assurances, est-ce que c'est important de vérifier ça? Oui, c'est important que la personne ait une assurance responsabilité. Elle ne devrait pas hésiter lorsqu'on demande de faire preuve là, de cette assurance-là. Elle devrait être à l'aise de pouvoir présenter là, sa police d'assurance. Les gens ont peut-être tendance parfois à vouloir couper des arbres qui leur semblent vraiment ruinés, mais est-ce que c'est souvent le cas? Jusqu'à quel point on peut sauver un arbre? Bon, le cas extrême, là, où on pourrait justement là, dire qu'on n'a rien d'autre à faire que de l'abattre, ce serait un arbre là, qui est ouvert en deux ou qui a parti un gros pourcentage là, de sa cime jusqu'au bas au sol. Sinon, moi, je crois que si on s'attarde prioritairement à enlever ce qui est cassé, sécuriser l'arbre, on peut laisser une saison aller voir qu'est-ce que la nature va nous donner comme résultat, quitte à revenir plus tard et justement là, supprimer ce qui est mort ou ce qui n'a pas repris. Et ensuite de ça, bien, faire une meilleure sélection dans le futur pour justement rééquilibrer l'arbre et lui donner une chance là, de reprendre. En terminant, 2 ou 3 petites questions clés qu'il faut absolument poser à un élagueur avant de l'engager. Bien, moi, je dirais il faudrait peut-être qu'il soit connaissant des normes du Bureau des normalisations du Québec. D'accord. S'assurer qu'il a son assurance responsabilité et aussi de s'assurer qu'il fait des coupes nettes, qui respectent le collet de l'arbre pour assurer une bonne cicatrisation, ne laisse aucun chicot. Puis peut-être la meilleure chose à faire aussi, c'est d'être là pour le surveiller plutôt que d'être au travail, prendre peut-être une journée de congé. Si possible, là, si vous pouviez être présent lorsqu'il est chez vous pour faire le travail, d'être là pour justement... parce qu'au préalable, il aura peut-être fait un estimé et à s'assurer qu'il s'en tient à ce qui a été décrit dans le contrat. Merci beaucoup, Ronald. C'est ainsi que se termine notre émission spéciale sur les arbres. Soyez prudents si vous entreprenez de gros travaux et surtout, revenez-nous dans 2 semaines pour la première émission de Jardin d'aujourd'hui qui sera diffusée dorénavant le jeudi à 19h. Donc, rendez-vous jeudi le 7 mai à 19h. À bientôt! Solarium 2000, une histoire de confiance de génération en génération. Une conception de première qualité. Le brief du manufacturier pour le plus confortable.